Bonsoir, je vais vous parler d'un voyage et une belle aventure que j'ai vécue en 2013 où j'avais posé une année sabbatique à mon travail et puis j'ai décidé de partir tout seul à vélo en Afrique pendant une année. Alors, j'ai décidé de partir à vélo pour pouvoir gagner en autonomie, en liberté et de choisir en fait mon itinéraire et le rythme que je voulais imposer à mon voyage. Alors pour ça, j'ai aussi choisi de partir en Afrique. Et pourquoi en Afrique? C'est parce que quelques années avant, j'avais déjà fait un tour du monde en sac à dos, mais sans passer par l'Afrique. Et il me tardait effectivement de partir en voyage en Afrique. Et j'ai voulu consacrer une année complète à ce voyage pour mieux découvrir le continent, mieux découvrir les Africains, les Africaines, mais également la culture et l'histoire de l'Afrique. Et c'est pour ça que j'ai voulu consacrer une année complète à ce continent. Alors forcément, j'ai entendu beaucoup de choses, que c'était dangereux, que c'était risqué, que j'allais me faire couper les bras, la gorge, etc. Mais en fait, le premier risque, c'est d'abord les risques routiers. Et donc surtout, de croiser ce genre d'engin sur la route, surtout quand vous commencez à voir vaciller toute la cargaison en haut et qu'ils commencent à vous croiser, vous doubler, et vous ne savez pas en fait de quel côté ça va tomber. Donc pour ça, j'ai souvent serré un peu les miches. Voilà. Mais le vrai danger, c'est quand même les coupeurs de route, parce que ce sont des zones de rebelles. Donc, comme vous voyez, il y a des troncs qui sont positionnés sur la route pour pouvoir arrêter les voitures. Donc, il n'est pas question d'y arriver avec le vélo, parce que j'arrive en cycliste et je finis en piéton. Donc, j'ai préféré effectivement toujours poser mon vélo et mes sacoches sur un bus et puis pouvoir passer ces zones de rebelles de manière un peu plus sécurisée. Alors, par contre, il y a d'autres plaisirs qui sont de faire des safaris à vélo. On ne doit pas être très nombreux à avoir fait des safaris à vélo, mais c'est de pouvoir effectivement traverser les parcs nationaux avec son vélo, simplement, et de croiser en fait une famille d'éléphants. Sauf que là, il y a un peu d'émotion, parce qu'en fait, je suis content de rencontrer ces animaux-là, mais je ne sais pas quelle est leur réaction, et c'est pareil, c'est des grands moments d'hésitation à se demander s'ils ne vont pas me charger ou pas. Après, j'ai aussi appris à découvrir la faune africaine, et surtout les grands mammifères, comme les gorilles, qui sont en extrême fragilité parce qu'ils sont braconnés pour leur viande, les éléphants, les rhinocéros pour l'ivoire, plus les félins aussi qui deviennent en fait des trophées de chasse. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans la 6e extension de l'espèce animale, entre autres en Afrique. Alors, il y a d'autres choses beaucoup plus simples et plus gaies quand même, hein, n'est-ce pas? C'est effectivement de se retrouver un simple matin sur les dunes de Namib, et c'était un des endroits que je voulais absolument faire et voir en Afrique, et il suffit juste de s'asseoir sur les dunes et de regarder un magnifique lever de soleil sur les dunes de Namibie, et ça je vous encourage à le faire. Après, j'ai eu un grand coup de cœur, c'est l'île de Likoma. Et si le bonheur appartient quelque part, ou le paradis existe quelque part en Afrique, il doit se retrouver en fait au milieu de ce lac de Malawi. Il y a tout du paradis, c'est des plages de sable fin, de l'eau écarlate, et la gentillesse et le bonheur des locaux qui m'ont toujours super bien accueilli. Et ça, franchement, c'était peut-être le seul endroit où je suis capable de poser mon vélo, les sacoches, et arrêter le voyage à vélo. Et puis après, il y a un coup de gueule, qui sont plutôt les sacs plastiques. On les retrouve partout en Afrique. Ils sont souvent jetés par terre, poussés par les vents et finissent en fait dans les rivières. Et on m'avait parlé de Saint-Louis du Sénégal, qui était pour eux la Venise africaine. Finalement, j'ai plus trouvé une ville un peu poubelle, ou qui faisait un peu le bonheur des chèvres et des pélicans qui se ravitaillaient. Alors en termes de ravitaillement et en termes d'hébergement, j'ai jamais fait de bivouac sauvage dans la jungle ou dans la brousse tout seul. Et voyageant tout seul, j'en éprouve pas forcément le bonheur. Je préfère en fait demander l'hospitalité aux Africains, planter ma tente derrière une station essence, un restaurant, et puis effectivement échanger, partager un moment avec eux et connaître effectivement leur vie. Et la vie locale, c'est aussi de manger dans les gargotes et les restaurants de bord de route et profiter de la bonne cuisine des mamas africaines. Et c'est aussi l'occasion effectivement de participer aussi un peu quelque part à la vie économique locale, apporter ma contribution pour les familles et puis le village. Alors, excusez-moi, voilà. Donc c'était aussi... et puis il y a des grands moments de solitude. La solitude du cycliste, c'est de réparer sa roue tout seul avec 80 ou 100 adolescents autour de vous, qui n'attendent qu'une chose, c'est que je me rate complètement pour pouvoir demander après derrière un petit coup de main, et puis en échange de quelques billets. Et j'avais toujours un petit œil autour de mes sacoches, parce que je pense qu'il fallait être un peu concentré sur la réparation, mais aussi sur les sacoches. Donc ça, c'est compliqué. Mais après, il y a les joies, et surtout, pour moi, le fil rouge de tout ce voyage, c'est la joie des enfants. Ils ont toujours été à côté de moi. J'ai été toujours la curiosité et la bête curieuse quand j'arrivais dans un village. Et ils m'ont accompagné souvent à courir autour de moi, autour de mon vélo, pendant quelques centaines de mètres pour rentrer ou sortir d'un village. Et c'est pour moi un des plus gros boosters pour pouvoir passer les jours de galère.
Et puis j'ai rencontré d'autres routards. Alors il y a comme ce Chinois-là qui marchait pendant 30-40 km juste pour aller photographier des peintures rupestres. J'en ai croisé un autre Danois, toujours dans le même désert du Kalahari, qui lui avait eu 48 crevaisons en 800 km. Et ce qui conforte là-dedans, c'est qu'on trouve toujours plus fou que soi. Et quelque part, on remonte le moral. Alors, voyager pendant un an à vélo, c'est aussi profiter de ce que moi j'appelle le voyage lent, de se dire qu'effectivement, le moment présent est beaucoup plus important que la destination que je me suis fixée le soir même ou le lendemain, et que si jamais je faisais une belle rencontre ou qu'il y avait un joli panorama pour prendre une belle photo, je préférais profiter de ce moment-là présent et de reporter ce que j'avais à faire le soir même. L'intensité du voyage en Afrique, elle est énorme. En fait, c'est un ascenseur émotionnel. Vous pouvez passer du matin au soir de la plus grande galère du matin, la plus grande difficulté, jusqu'à la plus belle émotion le soir même, comme ce soir-là en Guinée, où en fait, j'ai été accueilli par les enfants, enfin cette famille-là, et les enfants m'ont apporté des chants et des danses. Et puis le 5 décembre 2013, je vis un jour historique et le décès de Nelson Mandela, et en fait je partage le deuil avec le peuple sud-africain, et je découvre en fait que le plus grand défi de Nelson Mandela, c'est la réconciliation du peuple sud-africain. Plus que l'apartheid, la plus grande difficulté, c'est la réconciliation du peuple sud-africain. Et donc je finirai sur une dernière phrase de Nelson Mandela, en me rappelant en fait les grandes inquiétudes ou les doutes que j'avais en partant de Dakar. Il disait en fait que les choses semblent toujours impossibles jusqu'au jour où on les réalise. Donc je vous invite à réaliser vos rêves de voyage. Merci.